Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained dans laquelle je pense que ça va durer un petit moment. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, nous allons parler du cas de Aileen Wuornos qui est un cas quand même assez connu, assez énigmatique et surtout assez dur à traiter. Cette vidéo risque de durer plus de 10 minutes parce que j'ai vraiment décidé d'appuyer le procès en appel et son exécution qui sont, selon moi, des parties très importantes dans cette affaire. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et activer la petite cloche pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Installez-vous confortablement, prenez un truc à boire et sans plus tarder, nous allons rentrer dans la tragique et horrible histoire de Aileen Wuornos et ses 7 victimes. Aileen Lee Carol Wuornos, pour son vrai nom, est née le 29 février 1965 au Michigan à Rochester. Après sa naissance, son père a été reconnu coupable de maltraitance d'enfants et quelques années plus tard, il s'est suicidé en prison. La mère de Aileen l'a abandonné, elle et son frère quand ils étaient très jeunes, les ont laissés aux grands-parents de Wuornos. Des amis d'enfance diront que les grands-parents n'étaient pas un exemple non plus. La grand-mère était alcoolique et le grand-père battait Aileen. À 11 ans, Aileen va commencer à échanger des faveurs sexuelles contre de l'argent, des cigarettes, des bières. Elle a eu un enfant qui sera son seul enfant à l'âge de 14 ans et les voisins ont affirmé que le père était un ami plus âgé qu'elle étant donné que c'était un ami du grand-père. Vous vous en doutez, l'enfant a été abandonné pour adoption. Peu de temps après, elle a commencé à partir en fait de la maison, elle a commencé à passer de plus en plus de temps loin de chez elle, en fugue, elle était soit dans des bois, soit elle faisait de l'autostop à travers tout le pays et évidemment elle commençait à ce moment-là à donner de nouveaux noms pour ne pas qu'on la retrouve, qu'on la repère. Et au final, elle aura 14 ans lorsque les grands-parents et la famille vont vraiment la virer de chez eux. On est au début des années 1980, son frère vient de mourir d'un cancer, paix à son âme, et Aileen, elle va décider de déménager en Floride pour travailler en tant que prostituée, ou si vous voulez un autre terme, en tant que travailleuse du sexe. Ce travail et d'autres petits crimes vont faire qu'elle a eu souvent des problèmes avec la justice. Laissez-moi un peu vous lire l'état de son dossier en 1991. Son dossier comprenait des arrestations pour possession illégale d'armes à feu, falsification, voies de fait et vol qualifié. Ces dossiers disaient qu'elle était facilement irritable et en colère et il notait fréquemment « attitude pauvre ». En 1986, Aileen va rencontrer Tyra Moore dans un bar de Daytona Beach en Floride et ils vont commencer à avoir une relation amoureuse intense et ce jusqu'avant l'arrestation finale de Aileen en 1991. Pour ceux qui se demandent mais comment ça se fait qu'elle est passée d'un mari etc. à une femme, il faut savoir que Tyra était sa deuxième relation féminine. En tant que travailleuse du sexe, ses clients étaient principalement des hommes blancs d'âge moyen, de classe basse à classe moyenne. Tyra et Aileen, vivant leur petite vie amoureuse, veulent de l'argent et comment ils vont faire pour gagner de l'argent? Ils vont prendre des objets volés, ils vont voler des objets et ils vont aller les vendre à des prêteurs sur gage dans toute la Floride. Au cours des enquêtes sur les meurtres, je ne vais pas vous donner le nom de la victime, mais les policiers vont retrouver un objet qui a été volé et vendu à un prêteur à gage avec des empreintes de Aileen dessus et cet objet appartenait à une de ses victimes. Suite à toute cette enquête, les policiers vont également trouver un entrepôt qui appartenait à Aileen et à Tyra et en fait cet entrepôt était au nom de Aileen mais sous un nouveau pseudonyme. En 1990, Tyra Moore va commencer à être un peu suspicieuse des activités de Aileen. Elle va donc décider d'emménager avec sa famille en Pennsylvanie. La police savait qu'elle doutait et au moment où ils vont arrêter Aileen pour de bon, ils vont chercher partout Tyra afin de l'utiliser pour qu'Aileen fasse des aveux. Et là vous vous demandez mais qu'a-t-elle fait de si grave? De la fin 1989 à 1990,
les corps de 7 hommes blancs d'âge moyen ont été découverts dans le centre de la Floride. L'agresseur aurait volé toutes les victimes avant de leur tirer dessus et de aussi voler leur voiture. Laissez-moi vous présenter chaque victime. Richard Mallory. La première victime a été le propriétaire d'un magasin, Richard Mallory, en 1989. C'était un homme blanc de 51 ans qui a pris une prostituée le long de l'Interstate 75 en Floride pour avoir des relations sexuelles contre rémunération. On a découvert son corps à plusieurs kilomètres de sa voiture abandonnée et Richard avait reçu plusieurs balles dans la poitrine. David Spears. Le corps nu de David Spears, un travailleur de la construction de 43 ans, a été retrouvé le 1er juin 1990 dans le comté de Citrus. Il avait reçu 6 balles dans le torse. Charles Carskadon. Quelques jours après la découverte du corps de David Spears, le corps de Charles Carskadon, 40 ans, a été découvert dans le comté de Pasco. C'était un rodéoïste à temps partiel qui avait reçu une balle 9 fois dans la poitrine et dans l'estomac. Le bourreau de Troyes. Les forces de l'ordre du comté de Marion ont trouvé le corps de Troy Burress, un vendeur de 50 ans, le 4 août 1990, moins d'une semaine après sa disparition. Bien que le corps ait été décomposé, le médecin légiste a été en mesure de déterminer que la cause du décès était de coups de feu au torse. Charles Dick Humphrey. C'était un major de l'armée de l'air à la retraite, chef de police et enquêteur sur la maltraitance des enfants en Floride. Il a été retrouvé mort dans le même comté, le comté de Marion, le 12 septembre 1990. Le corps était entièrement vêtu et avait subi de multiples coups de feu à la tête et au torse. Sa voiture a été retrouvée plus tard, étant donné que, comme je vous l'ai dit au début, elles sont toutes volées, dans le comté de Suwannee. Pierre Siems. Pierre Siems, 65 ans, a quitté le centre de Floride et s'est dirigé vers le New Jersey en 1990, au mois de juin. Sa voiture a été retrouvée à Orange Springs le 4 juillet 1990. Bien que le corps de Siems n'ait jamais été retrouvé, des témoins ont décrit 2 femmes près de la voiture à Orange Springs. Dernière victime, Walter Antonio. Le corps partiellement déshabillé de Walter Antonio, qui avait 62 ans, a été retrouvé en 1990, le 19 novembre. Il a été retrouvé dans une partie reculée du comté de Dixie. Il avait reçu 4 balles dans le dos et dans la tête. Et comme pour toutes les autres victimes, la voiture a été retrouvée plus loin dans le comté de Brevard, 5 jours plus tard. Et c'est là où j'ai pas du tout décidé d'appuyer sur l'arrestation, etc., mais vraiment sur le procès, et le procès en appel que je trouve super intéressant, donc j'espère que ça va vous intéresser. Aylen va être accusé du meurtre au premier degré de Richard Mallory, de vol à main armée avec une arme à feu et ou une arme mortelle, et de la possession d'une arme à feu par un criminel condamné. Les procureurs vont vite faire valoir que Aylen était totalement admissible en fait à la peine de mort sur la base de l'accusation du meurtre qu'elle a commis. Son procès pour Richard Mallory va commencer le 13 janvier 1992. Son cas a été jugé en Floride et plus précisément dans le comté de Volusia. Elle n'a pas été jugée qu'une seule fois car elle n'a pas plaidé coupable des accusations de meurtre qui ont suivi. Les procureurs ont appuyé leur cas parce que les enquêteurs ont réussi à avoir un aveu enregistré en salle d'interrogatoire par Aylen. Okay, so then what you're telling us is you're voluntarily coming forward to talk with us now. Yes, let you know that I'm the one that did the killing. Yeah, I'm so glad I'm getting this out because I don't want my girlfriend in trouble. She didn't do anything. What I did, I'm confessing what I did. Go ahead and just let it do. You can tell me from the very beginning what happened at the incident that occurred between you and Mr. Mallon. Okay. We spent the whole night drinking and, you know, having fun. Then he started getting violent. So I jumped out of the car with my bag. I grabbed the gun and I said, get out. He said, what's going on? I said, you son of a bitch, to me, you were going to rape me. He said, no, I wasn't. Oh, yes, you were. You know you were in the child rape. I mean, so then we started fighting and everything else. So I jumped out. He grabbed my bag, and I grabbed my bag, and the arm got the bag again. And I pulled it out of his hand, and that's when I grabbed the pistol out. And when I grabbed the pistol out, I just... L'accusation a été en mesure de donner des éléments de preuve liés à d'autres accusations de meurtre de Aylen sur la base d'une loi en Floride qui permet d'admettre des éléments de preuve à des crimes si cela aide à remonter le motif, l'intention, la connaissance, le modus operandi ou l'absence d'erreur. Tout ça pour dire qu'ils ont eu des éléments nouveaux au fur et à mesure du temps qui ont fait qu'ils ont pu appuyer leur dossier. Lors de son arrestation et de son interrogatoire, Aylen va dire que ces 7 crimes étaient de la légitime défense
et les procureurs ont rejeté ces affirmations. Dans les premiers aveux qu'elle a fait, elle va dire que Richard l'avait trouvée pendant qu'elle faisait de l'autostop et qu'ensuite ils sont allés dans une zone boisée isolée pour qu'elle puisse travailler. Richard et elle auraient commencé à se disputer. Helen a dit qu'elle pensait que Richard allait la rouler, donc en fait ne pas lui donner d'argent et la violer. Elle a donc attrapé son sac dans lequel elle gardait une arme à feu, certainement pour se défendre, et ils ont commencé tous les deux à se battre pour le sac parce que je pense qu'elle a voulu le prendre et que lui s'est dit qu'est-ce qu'elle fait. Ils ont commencé tous les deux à se chamailler. Helen s'est emportée, a pris le pistolet, l'a pointé en face de Richard et a dit « Fils de pute, je savais que tu allais me violer ». Ce à quoi Richard, lui, a dit « Non, ce n'était pas du tout ce que j'allais faire. Non, ce n'est pas du tout ce que j'allais faire ». Il faut savoir qu'à ce moment, Helen avait déjà tiré sur Richard au moins une fois, sachant que lui était juste assis au volant. Elle est sortie de la voiture, lui a rampé jusqu'à la porte du côté passager, il a fermé la voiture, elle est allée devant et apparemment d'après elle, elle lui a tiré à nouveau dessus, qui l'a fait tomber par terre. Il était donc allongé là, sans défense, et Helen lui a tiré 2 fois de plus dessus. Elle lui a fait les poches, elle a caché les corps sous un morceau de tapis et elle est repartie dans sa voiture. Elle va également dire qu'elle avait donné à Tyra, donc sa copine du moment, plein d'informations incohérentes quant à ce meurtre. D'ailleurs, elle avait dit qu'elle avait trouvé un cadavre caché sous un morceau de tapis dans les bois, et dans un autre, elle a dit qu'elle avait finalement tué cette personne. Il faut savoir que dans sa confession enregistrée de l'interrogatoire, la toute première, elle avait jamais dit que Richard l'avait violée ou avait tenté de la violer ou quoi que ce soit. En fait, ils ont réussi à tout avoir parce que les policiers ont réussi à faire en sorte que Tyra convainque Helen que si elle ne disait rien à la police, c'est Tyra qui prendrait tout. Helen par amour a fait ses aveux. Beaucoup ont dit qu'elle semblait plutôt confiante lors de ses interrogatoires et confessions, qu'elle semblait pas du tout bouleversée, qu'elle avait une facilité de conversation avec les enquêteurs. Elle a même dit plusieurs fois à la personne qui représentait sa défense de se taire. Elle dit d'ailleurs « J'ai pris une vie, je suis prête à abandonner ma vie parce que j'ai tué des gens, je mérite de mourir ». La défense, eux, pour défendre Helen, ont fait valoir que l'enregistrement avec la confession, etc., ont été obtenus involontairement et en violation de son droit à une procédure régulière. Le tribunal a rejeté tout ça et ont rejeté en fait la demande de la défense qui était de supprimer cette confession. Les aveux enregistrés avaient déjà été donnés aux médias, donc évidemment, l'opinion publique avait déjà un très très gros regard sur Helen Wuornos. Selon une version ultérieure de Helen, Richard Mallory l'aurait finalement violée de manière très brute par voie vaginale et anale et aurait pris plaisir aux cris de douleur de Helen, c'est ce qu'elle dit. Elle a finalement demandé à Helen de se coucher, elle aurait eu peur pour sa vie, elle se serait mise à se lutter et selon elle, Richard aurait dit « Tu es morte salope, tu es morte ». Dans cette nouvelle version, elle raconte que à ce moment-là, elle trouve son sac, elle prend son arme, que Richard aurait pris sa main, que les deux ont commencé à se battre et que Helen l'aurait emporté sur Richard et tira dessus. Elle dira que malgré ses avertissements, il n'arrêtait pas de venir vers elle, donc elle a tiré 2 fois de plus dessus, ce qui aurait fait les 4 coups. Lors du procès, il faut savoir que les avocats et tout le monde ne voulaient absolument pas qu'elle témoigne, elle a décidé de le faire, elle l'a fait. Lorsque la défense et elle sont allés à la barre, il faut savoir que Helen n'a pas répondu aux questions tout de suite devant le jury. Lors de son témoignage qu'elle dira d'elle-même, elle a toujours et encore une fois répété et revendiqué qu'elle faisait de la légitime défense, qu'elle ne faisait que se défendre. Sauf qu'au cours des contre-interrogatoires, elle est vite devenue, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, irritable et en colère. Ses avocats ont donc conseillé, encore une fois, ne réponds pas aux questions, mais elle a invoqué son droit du 5e amendement contre l'auto-incrimination 25 fois. Elle était son seul témoin pour la défense d'ailleurs. Au final, le jury a reconnu Helen coupable de tous les chefs d'accusation, y compris du meurtre au premier degré, de vol à main armée, après moins de 2 heures de délibération. Je sais pas si ça paraît long, mais quand des fois je vous fais des vidéos où j'entends des mois et des mois, je me dis 2 heures, ça doit aller. Lorsque le verdict est tombé, Helen était en colère et a crié « Des fils de chienne, j'ai été violée, j'espère que vous serez violés ». Et la phase de détermination de la peine a été prise et faite le lendemain. I sentence you in case number 91-463 to death for the murder of Troy Burris. Case number 91-304, I sentence you to death for the murder of Charles Humphreys. Case number 91-112, Citrus County case number, I sentence you to death for the murder of David Spears. Thank you. And probably see, I'll be up in heaven while y'all are rotting in hell. He will handle that, if not, raped in the appoint ass the public one of these defender of the days. Fifth Circuit to handle that. Okay, there will be an automatic appeal. You have the right to an appeal. Mr. Glazer, is that going to be handled by you May or the your public wife and defender? kids John, get raped. I would ask that you would appoint Right the in the public defender's ass. office. Okay, to handle the appeal. I'll appoint the public defender's office to handle the appeal. There's one other thing that I want to say that I think needs to be said. I know I was raped, and you aren't nothing but a bunch of scum. Therefore, these proceedings are now Putting concluded. somebody who was raped to death, you fucking motherfucker!
Your wife and kids get ready. The judge sentenced Warnos to die. She has now fired her attorneys and dropped all her appeals. Activists claim Warnos is mentally ill and too unstable to face the death penalty. L'appel d'Eileen auprès de la Cour suprême des États-Unis a été rejeté en 1996. En 2001, on apprend qu'elle ne fera plus jamais appel à sa peine capitale. Elle va faire une requête auprès de la Cour suprême de Floride pour se séparer de son conseil juridique en fait et arrêter de faire appel. Elle dira ceci: j'ai tué ces hommes, je les ai violés, alors qu'ils étaient froids comme de la glace. Je le referai à nouveau. Il n'y a aucune raison de me garder en vie ou quoi que ce soit. Je tuerai encore. J'ai de la haine qui sointe de tous mes pores. J'en ai assez d'entendre cette chose. Elle est folle. J'ai été examinée tellement de fois. Je suis compétente, saine et j'essaye de dire la vérité. Je suis celle qui déteste le plus fortement la vie humaine et je tuerai de nouveau. Le gouverneur de Floride va donc faire en sorte d'amener 3 psychiatres qui vont pouvoir s'entretenir 15 minutes avec Eileen. Tous 3 vont la juger au final après diagnostic etc. totalement apte mentalement à être exécutée. Elle va faire une interview le 8 octobre 2002, ça sera sa dernière interview et dedans elle va dire qu'elle accuse en fait des gardiens d'avoir abusé d'elle, des gardiens de prison. Elle les accuse de souiller sa nourriture en crachant dedans, en lui servant des pommes de terre cuites dans la saleté ou de la nourriture mélangée avec de l'urine. Elle se plaint aussi d'avoir entendu des conversations telles que « Viens, on la pousse à bout pour qu'elle se suicide avant son exécution, il souhaite me violer avant l'exécution ». Elle a aussi subi des fouilles alors qu'elle était totalement dénudée. Lorsqu'on lui met les menottes, on faisait en sorte que ses poignets soient vraiment à moitié coupés quoi. Elle a eu des coups de pied lancés contre la porte de sa cellule, des pressions basses de l'eau, donc elle n'avait plus d'eau, des moisissures sur son matelas, des miaulements de chat avec le dégoût et une pure haine à son encontre. Donc en fait elle dit que vraiment tout le monde était contre elle dans la prison et que sa détention était vraiment abusive. À tel point qu'apparemment Eileen faisait des grèves de la faim et se lavait de son côté. Elle disait: en attendant mon estomac gargouille et je prends des douches au lavabo de ma cellule. Donc son avocat va dire: Madame Wuornos souhaite seulement avoir un traitement approprié, un traitement humain jusqu'au jour de son exécution. Si ces allégations ne correspondent pas à la réalité, celle-ci est vraisemblablement sujette à des hallucinations qui font qu'elle croit vraiment en ce qu'elle a écrit. On va essayer de la faire revenir sur ses déclarations précédentes relatives au meurtre de ses victimes lorsqu'elle va avoir des dernières interviews. Et en fait, ça va lui faire péter un plomb dans sa tête et elle va dire des choses telles que « Vous m'avez cassé, toi, la société, les flics et le système. » Une femme violée va être exécutée et servir à écrire des livres, à faire des films et de la merde. Et ces derniers mots adressés à la caméra sont « Merci beaucoup la société pour expédier mon cul par voie ferrée ». Donc on peut ressentir vraiment beaucoup de haine, mais après en soi, ce qu'elle dit c'est que, en gros quand elle était petite, elle a été maltraitée et que son histoire va juste servir à faire des livres et des vidéos, la preuve, mais qu'elle va être exécutée quand même. Après, faut pas oublier qu'elle a quand même tué cette personne quoi. Ce même journaliste va d'ailleurs rencontrer un ami d'enfance d'Eileen qui va lui dire ceci: « Elle est désolée, ce n'est pas à toi qu'elle a fait un droit d'honneur. Elle a fait un droit d'honneur aux médias et également aux avocats. Elle savait que si elle en disait plus, cela pourrait faire une différence pour son exécution imminente. Aussi, elle a décidé de ne pas le faire. » Eileen Wuornos a été exécutée par injection létale le 9 octobre 2002 à la prison d'État de Floride. Elle est la 10e femme à avoir été exécutée aux États-Unis depuis que la Cour suprême avait rétabli la peine capitale pour les femmes en 1976 et c'était la 2e femme exécutée en Floride. Elle a refusé son dernier repas, elle a pris une tasse de café à la place et sa dernière déclaration avant sa mort était « Oui, je voudrais juste dire que je navigue avec de la roche. Je reviendrai, comme la fête de l'indépendance avec Jésus, le 6 juin comme dans les films. Grand vaisseau mère et tout, je reviendrai, je reviendrai. » I was just wondering how you're going to be, at 9:30 tomorrow morning. Are you prepared? I'm prepared. I'm all right. I'm all right with it. And how? I'm all right with it, but like I said, remember, let them know that I know that the cops knew who I was. After Richard Mallory died, I left prints everywhere, and they covered it up. And let me kill the rest of those guys that turned me into a serial killer. I know they did, because I was no professional serial killer or anything, or murderer, or whatever you want to call it, I wasn't professional at what I was doing. Eileen, I did some sloppy work, and I left prints because I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing. And I saved a lot of people's butts from getting hurt and raped and killed too. So are you saying that you killed in self-defense or in cold blood? What do you, because you changed your story. I'm just trying to What are you talking about? Change story on what? No, about whether it was self-defense or not. I'm not going to say, I'm not going to get in depth about my cases, Nick.
I'm on my way to the chamber, nothing stopping it. You can believe it or you don't have to believe it. That's up to you, man. Put a big question mark on your film. What more is there to say about the cops? What more do you want to say about the cops? A lot of stuff. Did you know that they were surveilling me before I killed? And that I knew it? And that it was covered up? Did you know there was helicopters dropping down from the sky, deputy sheriff, with decoys picking me up 4 or 5 months before my arrest? It was covered up? But nonetheless, Nobody ever asked me these whether the questions. cops were following you or not, Eileen. Oh, whether the cops are following me or not, Eileen, what? Let's say the cops were following you. Yeah. Let's say they were following you and Uh-huh. they did everything that you're saying they did. Uh-huh. Nonetheless, Yeah. you killed 7 men. Yeah, sure And I'm did. asking you, what got you to kill the 7 And men? I'm telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't But you not, get it? Not everybody is killing 7 people. So there must have been something in you that was getting you to Oh, do you that. are lost, Nick. So I was a explain- hitchhiking hooker. Right. Running into trouble. I'd shoot the guy if I ran into trouble. Physical trouble. The cops knew it. When the physical trouble came along, let her clean the streets. And then we'll pull her in. But how That's come why. there was so much physical trouble in because it was all in 1 year? 7 people in 1 Oh, year. well. Oh, well. Yeah, thanks a lot. I lost my fucking life because of it. Couldn't even get a fair trial. Couldn't even get a fair investigation or nothing. Couldn't even have my appeals right. You sabotaged my ass, society, and the cops, and the system. A raped woman got executed. You don't take fucking human life like this and just sabotage and rip it apart like Jesus on the cross and say thanks a lot for all the fucking money I made off of you. And not care about a human being and the truth being told. Now I know what Jesus was going through. They've been trying to tell the truth, and I keep getting it stepped on. Concerned about if I was raped, I'm not giving you book and movie info. I'm giving you info for investigations and stuff, and that's it. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour la longue histoire de Aileen Wuornos, que je trouve qui est tragique dans tous les sens, donc dans les sens des victimes, mais aussi pour sa folie, en fait, même si elle a été jugée mentalement stable à être exécutée, à subir son procès, etc. Moi je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses dans sa tête qui ont vrillé de par son enfance. Elle a été abandonnée, elle a été placée de famille en famille, elle a vendu son corps très jeune, et elle a été moquée, enfin plein de choses dans le genre. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de cette histoire, parce que je la trouve vraiment triste de tous les côtés, malgré le fait qu'elle ait tué cette personne, évidemment que c'était impardonnable. Moi je ressens un peu de peine quand même pour elle, et pour je pense tout ce qu'elle a vécu, et ce qui l'a menée à être qui elle est. C'était mon avis pour cette vidéo, j'attends le vôtre dans les commentaires, n'oubliez pas de liker et vous abonner, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.